commencer cet atelier que j'ai vraiment l'immense plaisir d'animer avec Clarisse Surin, à ma gauche, qui est donc également, comme moi, membre élu du Conseil national des barreaux. Et donc cet atelier, je vous en rappelle la thématique. Il vise à parler donc de la rupture des contrats de travail à la lumière de la grande démission. Donc avant de vous faire le propos introductif, je voudrais vous présenter mes excellents intervenants qu'on est vraiment très très heureux d'avoir avec nous. Donc je vais commencer par celui qui est strictement à ma droite. Encore que la localisation géographique n'est pas forcément pertinente avec sa ligne éditoriale, on va dire. Christophe Carrère, président salarié du Conseil de prud'homme de Paris. J'ai ensuite Diane Dubruel, qui est avocate au barreau de Lille, qui intervient plutôt côté entreprise du réseau Avocial. Ensuite, on a Éric Chevet, qui est donc vice-président de la CPME, et on l'attend beaucoup pour nous parler notamment de ce sujet dont on a parlé déjà ce matin, qui est celui de l'abandon de poste, de cette réforme. Et enfin, Rachel Spire, à sa droite, avocate au barreau de Paris et qui intervient plutôt côté salarié. Alors, comme vous l'avez vu depuis ce matin, donc on a exploré cette thématique qui est, comme on dit, le fil directeur, le fil d'Ariane de ces États généraux cette année, qui est la grande démission, c'est-à-dire ce mouvement de mobilité des salariés qu'on observe dans les entreprises et qui a été décliné ce matin de manière d'ailleurs très très intéressante sous l'angle notamment des statistiques avec l'analyse des contentieux prud'homaux. C'est pour ça d'ailleurs que la lecture de Christophe Carrère sera vraiment très intéressante. Et donc, nous, ce qu'on a voulu ici aborder, c'est rentrer vraiment dans le vif du sujet, de parler de justement qu'est-ce qu'on observe comme mode de rupture du contrat de travail à la lumière de cette thématique de la grande démission. Donc, je vais faire comme je l'ai fait ce matin. Je vais vous demander à chacun de vous quatre de nous dire d'abord ce que vous pensez de ce thème. La grande démission est-elle un mythe ou une réalité? Je vais commencer par Christophe Carrère. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette rencontre et à cet atelier. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet particulièrement intéressant. D'abord, dans la terminologie, puisque le mythe, je me suis permis de revérifier ce qu'était la définition du mythe. Donc, c'est un récit imaginaire où on transpose des faits réels. Alors, le fait réel, c'est effectivement, je pense, les évolutions concrètes de la vie aujourd'hui, puisque nous venons de traverser quand même une période sociale un petit peu compliquée en ce moment. Je ne vais pas faire un rappel sur la situation en ce moment dans le pays compte tenu de ce qui se passe, mais l'évolution globale sociétale mélangée avec la période Covid que nous avons traversée invite les uns et les autres à réfléchir de façon différente quelle est l'approche qu'on a vis-à-vis du travail. Et donc, du coup, forcément, on le sait tous, je pense, la situation sociale a évolué puisque quand on regarde un peu les baromètres de l'état d'esprit des cadres aujourd'hui, principalement dans les entreprises, mais y compris du salariat en général, on se rend compte que la situation fait qu'il y a une prise de conscience réelle que le travail devient aussi, à un moment donné, uniquement une ressource qui permet de vivre à peu près dignement derrière. Et donc, cet environnement et cette situation sociale, avec l'augmentation de l'âge de la retraite qui a été votée, mais qui n'est pas forcément encore dans les têtes de tout le monde et qui est encore fortement contestée, fait qu'il y a de plus en plus de salariés qui sont dans une situation de se dire « nous, on veut du temps de vivre, du temps pour vivre, et c'est fini un petit peu les cadences infernales ». Donc tout ça, je pense que ça influe sur les modalités de relation dans le contrat de travail et forcément, ça incite les uns et les autres à être dans une réflexion, je parle principalement pour le salarié pour le coup, d'être dans une réflexion de se dire est-ce que je suis bien aujourd'hui dans ma situation de travail, est-ce qu'elle me convient, est-ce que je m'y retrouve? Et donc il y a une prise en compte et une dimension intérieure qui du coup invite le salarié à mener une réflexion, une introspection sur quel est l'état de sa relation de travail. Donc forcément, la qualité de travail aujourd'hui interfère sur la rupture du contrat de travail.
Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des salariés qui sont en recherche quasiment maintenant systématique de modifier et d'améliorer leurs relations de travail, d'où l'importance de regarder comment fonctionne notre travail aujourd'hui. Alors, changer d'emploi, c'est effectivement aujourd'hui, me semble-t-il, le sens de ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu, comme j'ai envie de le dire, le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de changer d'emploi. Et donc, la solution qui existe, qui a été trouvée, qui a été d'abord un effet d'annonce, puisque le fameux article L1237-1-1, puisque c'est de celui-là qu'on parle, est d'abord un article qui aujourd'hui n'est pas vraiment applicable, puisqu'il y a deux choses à l'intérieur. C'est d'abord, il faut qu'il y ait un abandon volontaire de son emploi par le salarié. Donc, la définition du principe d'être volontaire, elle mérite d'être définie et je pense que les conseils de prud'homme et les magistrats, globalement, vont être obligés d'aller apprécier cette notion de volontariat. Si demain, il y a un salarié, et ça existe parfois dans mon entreprise, qui se retrouve emprisonné, voire interné pour des raisons psychologiques, voilà, ou pour lequel on n'a plus de relation directe. La question de savoir comment on va l'inciter à reprendre le travail sous un certain délai, dont on n'a d'ailleurs pas encore le délai minimum qui doit être fixé donc par décret en Conseil d'État. Donc, on attend tout ça. Donc, ce qui veut dire que le salarié aujourd'hui, il doit trouver des solutions alternatives pour dire si je ne suis pas bien dans mon emploi, je dois essayer d'en trouver un autre. J'en trouve un autre. La question, c'est une fois que j'en ai trouvé un autre, parce qu'il n'est pas question d'avoir une chute de niveau de vie, puisque l'article L1237-1-1 évidemment, oblige le salarié à ne pas pouvoir bénéficier des indemnités à Pôle emploi. Et en fait, la réalité, c'est que le seul fondement, à mon sens, de cet article du Code du travail, c'est justement d'empêcher le salarié d'aller pointer à Pôle emploi, alors qu'effectivement, nous en discutions en aparté, c'est quand même un petit peu, quelque part, une assurance pour le salarié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'avoir une réflexion sur ce point de vue-là. Donc, y compris, je m'adresse à des professionnels du droit, en se disant aujourd'hui, comment on fait pour essayer d'anticiper ces départs? Si départ annoncé il y a, comment on fait pour faire en sorte qu'il se passe le mieux possible? Parce que très clairement, un salarié partir sur une démission, d'abord, il peut aussi aller la contester derrière, puisqu'il y a la prise d'acte, voilà, qui est, j'ai envie de dire, le bout du bout de ce qui peut être réalisé quand les situations de négociation n'ont pas abouti. Et donc, on place encore une fois au milieu, alors qu'on sait bien qu'il y a quand même un déséquilibre dans le contrat de travail entre d'un côté l'employeur et de l'autre côté le salarié, on place encore une fois le salarié en responsabilité, c'est-à-dire que c'est à lui que repose le choix quelque part de dire, eh bien, après tout, il faut que je mette un terme à ce contrat de travail et donc je pars dans des conditions un peu particulières. Donc, la grande démission MeToo-réalité, je pense que c'est effectivement une réalité aujourd'hui, même si on ne le voit pas encore les contentieux prud'homaux de façon importante, me semble-t-il, dans les saisines, mais je pense qu'on en reparlera peut-être en deuxième partie. Je pense très clairement que cette réalité va aller grandissante, voilà, et que concrètement, le législateur n'a pas mis en place aujourd'hui des solutions qui permettent de pouvoir apporter des réponses qui répondent à la fois aux besoins des entreprises et à la fois aux besoins des salariés. Oui, non, vous aurez l'occasion de reparler très concrètement de l'illustration des ruptures donc, dans votre retour d'expérience. Diane, vous voulez donc nous dire quelques mots juste sur cette petite formule? Oui, donc effectivement, MeToo-réalité, la grande démission. Alors moi, je suis plutôt, pour l'instant, plus mesurée, voilà, pour être tout à fait transparente. Pour autant, on tend peut-être vers une réalité, mais à ce stade, on serait plutôt dans le mythe. La grande démission, on n'oublie pas, et on en a largement parlé ce matin pour ceux qui étaient là, vient quand même des États-Unis, où on a un tiers des Américains qui ont démissionné. Aujourd'hui, on transpose, j'allais dire, ce concept, ce néologisme, et on en a beaucoup d'autres, et on voit que depuis ce concept, on a encore d'autres. On a le ressentéisme, la démission conscience, enfin voilà, la démission silencieuse. Donc voilà, on aime bien mettre ça dans des cases, mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a un taux de démission qui est approximativement le même que celui qu'on a connu en 2008. Pourquoi? Parce que crise égale reprise, égale taux de chômage au plus bas en ce moment, un taux d'emploi au plus haut et des difficultés de recrutement plus chez nos clients. Donc aujourd'hui, on a, à mon sens, effectivement,
un changement des relations au travail et à l'exécution au travail. Et d'ailleurs, c'était intéressant ce matin puisque les intervenants nous disaient en Europe, les Français sont ceux qui attendent le plus de leur travail. Et donc forcément, quand on a une attente forte de son travail et que ce n'est pas, j'allais dire, un gagne-pain, excusez-moi l'expression familière, mais quand on a une attente forte, eh ben, effectivement, on a un rapport au travail qui est différent. Et donc, aujourd'hui, pour moi, le challenge des entreprises qui cherchent à recruter et à fidéliser, parce que si on tend vers une grande démission, bah, aujourd'hui, il faut retenir les talents et en plus, aller en chercher des nouveaux. Donc, on va, j'allais dire, trouver un consensus qui est celui quand même de travailler sur les conditions de travail. Et on doit travailler sur les conditions de travail et plus généralement, alors, on doit travailler sur la rémunération, on ne va pas se mentir, ça reste un des leviers phares. On a les conditions de travail avec tout ce qu'on connaît, l'aménagement du temps de travail, le télétravail, qui est un sujet majeur depuis le Covid et qu'il faut travailler. Et on a le sens. Alors, on en parle beaucoup avec la génération Z. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une question de génération. Aujourd'hui, chacun a besoin de trouver du sens vu le temps qu'il passe au travail. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un challenge qu'on a tous à partager, quel qu'on soit. Et donc, peut-être grande démission. Je vais faire une réponse de Normand, mais je n'en suis pas convaincue. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, même si la relation évolue, pour moi, on est plutôt dans le mythe et on n'est pas encore dans la grande démission. Alors, Monsieur Chevet, vous qui êtes donc quasiment à la tête de la CPME, que vous disent vos adhérents? On peut dire ça à mon président, vous allez me mettre mal. J'ai dit quasiment à la tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, grande démission, non, très clairement. Pourquoi? Parce que dans le concept que vient très brillamment d'expliquer Maître Dupruel, en fait, dans le concept américain, c'est effectivement un tiers des salariés qui d'un seul coup démissionnent et démissionnent en plus pour pas forcément revenir. Or, ce qu'on voit aujourd'hui en France, les études sont très controversées sur le sujet, mais quand même la dernière sur le rapport au travail des individus, des Français qui sont actifs, c'est qu'à plus des 3/4, ils aiment leur travail, ils veulent le poursuivre et ça leur plaît. La socialisation qui va avec, l'émancipation que ça représente. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de phénomène de grande démission. D'ailleurs, les chiffres sont là pour le montrer. Il n'y a pas de phénomène de grande démission tel qu'on peut l'imaginer, enfin tel qu'on l'a connu aux États-Unis. En revanche, là où il y a effectivement un sujet qui est un sujet majeur, c'est que le rapport au travail a fortement évolué, et notamment, principalement, depuis la crise Covid. Et là, on a une question qui se pose effectivement aux employeurs, aux entreprises, qui est de savoir comment nous on répond à cette évolution effectivement de ce rapport au travail qui est alors évidemment, la question du télétravail est un des motifs, enfin des applications qui sont derrière, mais je crois que très clairement, nous sommes au bout d'un système où depuis 20 ans, nous avons une intensité du travail qui a augmenté sans cesse en France. Pour des raisons que vous comprenez bien, du moins que nous, on plaide à la CPME, c'est vrai que la semaine de travail est devenue de plus en plus intense, plus courte en durée, mais plus intense en quantité. Et on l'a vu tout simplement dans les chiffres de productivité du travail en France, qui ont été pendant très longtemps les premiers au sein de l'ECDE, parce que, très clairement, on a compensé dans les entreprises la diminution du temps de travail par une augmentation de l'intensité. Du coup, aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette préoccupation-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, cela pose problème relativement à la question effectivement du sens et du rapport au travail qui évolue. Et en plus, c'était souligné encore une fois, ça se présente dans un contexte particulier, puisque ce contexte, il est qu'on est en train d'inverser le rapport de force sur le marché du travail. On était sur un marché d'offreurs d'emploi, qui était celui des entreprises et qui pilotait le marché de cette façon-là, à un marché d'offreurs de travail, où c'est plutôt le demandeur d'emploi, le salarié, qui apporte ses compétences et qui les valorise et qui peut les mettre, les mettre en application. Tout ça dans un contexte effectivement de réforme de l'assurance chômage qui fait que, on va se rapprocher un peu, voilà, qui fait que le résultat effectivement est pas encore, on ne voit pas encore se dessiner le résultat, mais très clairement, on est au début d'un grand bouleversement de notre point de vue sur le marché du travail. Et du coup, ça va ouvrir un certain nombre de possibilités. Et la question de la rupture du contrat de travail dans cet univers que je viens d'analyser
vue de la CPME, eh bien, c'est celle en fait de la sécurisation, effectivement. C'est plus un problème de sécurisation de la transition, puisque la rupture, elle est faite pour une transition vers un autre travail, et c'est la question de la sécurisation de la rupture qui est au cœur du sujet. Évidemment, les décisions législatives comme celle de la démission, la présomption de démission, évidemment, viennent percuter cette question de sécurisation, on le comprend, de la rupture, qui est une nécessité dans un cadre extrêmement mouvant du marché du travail. Je rappelle qu'effectivement, c'est complètement vrai. 9 chefs d'entreprise sur 10, quand on fait des enquêtes CPME qui sont relativement conséquentes, recherchent du personnel et n'en trouvent pas. 9 sur 10. Hein. Alors, 9 sur 10 n'en trouvent pas et il y en a les 2 tiers qui recherchent. C'est pour ça que nous, on dit qu'il y a probablement 1 million d'emplois disponibles aujourd'hui en France. Probablement. Et donc, du coup, c'est un vrai… voilà, on est en train de vivre un bouleversement sur le marché du travail quand on aligne tous ces éléments-là. Et du coup, je suis assez rassuré pour l'emploi des seniors pour l'avenir, mais ça, c'est un autre sujet. C'est très juste ce que vous dites là. En fait, c'est vraiment un sujet sur la sécurisation dans le cadre de cette mobilité professionnelle qu'on observe. C'est ça qu'on observe, hein, c'est la mobilité professionnelle et le luxe que les salariés ont de pouvoir trouver finalement un job. Et donc, comment faire pour sécuriser la transition. Rachel Spire. Oui, merci. Justement, je vais rebondir puisque ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'en réalité, les chiffres ne sont pas forcément déterminants d'un mouvement qu'on puisse décrire de manière globalisée. Et comment est-ce qu'on est arrivé à un moment où aujourd'hui, compte tenu des carences, des difficultés de recrutement, eh bien, on est face à des salariés qui, on inverse, comme vous l'avez dit, donc le rapport, et c'est le salarié qu'on va devoir convaincre que le travail en vaut la peine. Et bien, c'est bien parce qu'on sort d'une période pendant laquelle, au motif, et en partie en raison d'une forte montée du chômage, d'un chômage extrêmement important, en fait, les salariés avaient peur de perdre leur emploi parce que il y avait une véritable… Et donc, je pense que les employeurs ont joué sur cette peur et que les salariés ont tenu à leur travail pour ne pas tomber dans le chômage. Et qu'aujourd'hui, parce que la démission, effectivement, elle s'associe, et la DARES l'a très bien montré, à des périodes de reprise économique, eh bien, les salariés n'ont plus peur de quitter leur emploi. Eh bien, je me réjouis que à la fois ma consoeur qui défend les employeurs et mon voisin de la CPME disent qu'il va falloir qu'on se penche sur la qualité de travail et pas seulement sur les salaires, puisque en réalité on s'aperçoit, et c'est les sociologues économistes qui ont été cités ce matin, Thomas Coutreau et Coralie Pérez, qui en indiquant qu'une des raisons pour lesquelles les salariés quittaient leur emploi était justement la perte de sens au travail que vous avez évoqué les uns et les autres, mais que la revalorisation des salaires ne suffit pas à rendre attractif le travail. Et que c'est une illusion de penser que parce qu'on va payer un salarié plus cher, il va supporter des conditions de travail plus pénibles. Et qu'aujourd'hui, la revendication des salariés et leur désir pour accepter de conserver un emploi, c'est d'avoir des conditions respectueuses de leur personne quand ils sont au travail. C'est très juste. Merci à tous pour ces précisions. Donc, ce qu'on semble retenir, ce qui semble ressortir de ces échanges, donc la première question qui est posée sur la démission est-elle un mythe ou une réalité? Il semblerait qu'on soit plus dans le mythe, mais avec cette obligation de réalité, ce souci de réalité, avec cette obligation de réfléchir à cette question de sécurisation de la rupture, également à cette question de la recherche de sens et surtout de qualité de travail. Donc, dans un deuxième temps, on va se poser la question de savoir comment s'illustre justement dans les ruptures du contrat de travail cet univers de grande démission. Ce sera pour nous l'occasion de faire un point sur le panorama des différents types de ruptures du contrat de travail, de voir comment elles s'apprécient, voir si cette grande démission ou ce que le système américain appelé le quit deep, le rapide départ ou le départ massif, tout simplement a un impact encore sur nos entreprises et comment les gérer. Donc, sur ce premier point, donc, je vais peut-être commencer par
Rachel et Diane pour un échange plutôt interactif, puisque l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir cette assimilation des deux aussi bien côté employeur et salarié. Tout à fait. Donc avec Rachel, on a pris le parti d'évoquer chacune certaines des ruptures, partant du premier principe et du premier postulat que qui dit grande démission dit rupture à l'initiative au moins partielle du salarié. Donc nous n'aborderons que ces ruptures-là. Et d'essayer d'être au maximum interactif. Donc moi, je vous parlerai d'abord de la rupture conventionnelle. Rachel abordera ensuite la prise d'acte, la démission et la résiliation judiciaire, un gros morceau. Et on finira, excusez-moi, sur l'abandon de poste et donc la réforme tant attendue et tant décriée aujourd'hui. Donc la rupture conventionnelle, effectivement, pour commencer, alors tout le monde connaît, c'est un outil, j'allais dire, qui a fait ses preuves depuis 2009. Et avec cette grande démission, on aurait pu croire finalement à un tassement de la rupture conventionnelle. Pourquoi ? Parce que la rupture conventionnelle a un coût, on ne va pas se mentir. Depuis 2016, on est quand même sur un format qui est très largement taxé. Et pour autant, on continue à avoir une croissance régulière de la rupture conventionnelle. Et encore en 2021 et 2022, une croissance assumée de ce mode de rupture. Alors, avantage de la rupture conventionnelle dans ce cadre-là, pour les deux parties, on a une maîtrise totale du calendrier. Et ça, c'est un avantage à la fois pour le salarié et pour l'employeur, qui permet une transition quand même, à la fois vers un nouvel emploi, parce qu'on n'a pas toujours un nouvel emploi immédiat, mais aussi une transmission des compétences en interne. Et on y reviendra sur l'abandon de poste, mais c'est vrai que se retrouver du jour au lendemain sans équipe, c'est parfois compliqué, avec une maîtrise aussi de la communication, une procédure vraiment très peu contraignante et surtout une jurisprudence qui aujourd'hui a ouvert la possibilité de la rupture conventionnelle à quasiment toute situation traversée dans la vie d'un contrat de travail. Vous êtes en arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle, votre entreprise connaît des difficultés économiques, vous êtes en congé maternité. Aujourd'hui, la rupture conventionnelle, j'allais dire, tant qu'elle est faite de bonne foi et avec loyauté des deux parties, la rupture conventionnelle est quand même un outil sécurisé. Pardon ? N'hésitez pas, vous pouvez interagir aussi. Non, je disais, ça dépend. Oui, non, mais j'y arrive. Il y a des inconvénients, mais j'y arrive. Vous spoilez, là. Puisqu'on y vient effectivement sur les inconvénients. Et notamment, et ça rejoindra encore une fois l'intervention de ce matin qui était intéressante sur ce point-là, notamment parce qu'elle était intéressante sur plein d'autres points. Donc le premier inconvénient, mais qui n'est pas un frein, et on le voit au regard du nombre de ruptures qui sont signées chaque année, on est à 467 000 en 2021, et les chiffres 2022 ne sont pas clos, mais a priori, on a plus de 500 000 ruptures conventionnelles sur l'année 2022, donc on a vraiment une progression significative du nombre de ruptures conventionnelles. Donc le coût, c'est un inconvénient pour l'employeur notamment. Et le gros inconvénient qu'on voit aujourd'hui apparaître, premièrement, le risque de nullité, qui, les premières années, en tout cas la première décennie, était quand même relativement faible. Aujourd'hui, on arrive encore à avoir des jurisprudences sur la nullité pour vice du consentement. Oui, on en a, notamment en cas de difficultés économiques, quand un salarié n'a pas été informé que, en fait, il signait une rupture conventionnelle, mais que 2 mois après, on procédait à la suppression de son emploi et que de ce fait-là, il ne bénéficiait pas des dispositions protectrices. Ça se règle assez vite, on formalise la rupture quand on sait qu'il y a un dilemme sur l'exécution du travail et l'exécution du contrat, on le purge avant la rupture conventionnelle et avant de signer les documents. Et normalement, effectivement, je vous rejoins parce que je vois des consoeurs dans la salle qui disent ça n'arrive plus. Et effectivement, normalement, ça n'arrive plus. Et par contre, vous avez un autre volant, qui là, lui, à mon sens, tente à se développer, qui est celui de la contestation de l'exécution du contrat de travail. Puisque je vous le rappelle, la rupture conventionnelle ne règle que la rupture du contrat et laisse donc libre aux parties d'aller contester l'exécution. Et donc, vous avez à la fois le développement des contentieux post-rupture, c'est-à-dire que la rupture conventionnelle est acquise et pour autant, vous avez une saisine des conseils de prud'homme sur des questions notamment salariales ou
de remise en cause de la durée du travail. Et on va se dire que la jurisprudence actuelle ne nous aide pas beaucoup. En tout cas, je parle pour les entreprises sur ces genres de contentieux en ce moment. Et donc, ce risque n'est pas purgé. Et vous avez également, alors ce que j'appellerais stratégie de contournement, même si c'est un peu dur, mais à savoir un développement des contentieux sur l'exécution lié soit à un refus de négocier une rupture conventionnelle ou à un échec des négociations, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, on voit naître vraiment un contentieux lié à l'exécution où finalement, du fait de l'absence de rupture conventionnelle et d'accord sur la rupture conventionnelle, on dévie sur l'exécution du contrat qui, fondé ou pas fondé, hein, je ne porte pas ici de jugement de valeur, mais en tout cas, on dévie sur l'exécution du contrat aux fins d'obtenir la rupture du contrat. Et donc, là, on a un vrai contournement, et on va soit sur l'inaptitude, soit sur la durée du travail, soit sur le rappel de salaire. Enfin, voilà, les sujets sont divers et l'abandon de poste. Et voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Et donc, c'est un inconvénient, à mon sens, aujourd'hui, qui existe et qu'il faut, il faut être assez vigilant sur ce point-là. Alors, on formalise pour tout ce qui est nullité, effectivement, je pense que la formalisation permet d'éviter ça assez facilement. Le contournement et les stratégies de contournement, bon, c'est tout ça, c'est à gérer au jour le jour. Voilà pour ce qui est de la rupture conventionnelle. Alors, je reprendrai sur la stratégie de contournement dont vous parlez, parce qu'en fait, je pense que ce que contournent les salariés, c'est surtout d'être soumis à l'accord de l'employeur. Parce que la rupture conventionnelle, il faut que l'employeur soit d'accord pour qu'elle puisse se conclure. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler des 3 modes de rupture qui sont exclusivement à l'initiative des salariés. Et d'ailleurs, je commencerai juste également pour faire le lien, c'est qu'il faut savoir que le législateur, et comme vous d'ailleurs dans votre intervention, met au-dessus en fait cette rupture d'un commun accord, au-dessus des autres ruptures. Et notamment, il y a une jurisprudence qui indique que, et c'est quand même assez anodin pour le noter, que si jamais un salarié a démissionné ou qu'il a été licencié, eh bien, il peut ensuite survenir une rupture conventionnelle, puisque en fait on met l'accord des parties au-dessus, et notamment s'il y a un licenciement, par exemple pour faute grave. Donc une rupture conventionnelle pourrait intervenir après une rupture au détriment du salarié ou une démission. Et donc c'est dire à quel point voilà cette rupture est quand même mise en avant. Mais lorsque le salarié est obligé de contourner, puisqu'il n'a pas l'accord de l'employeur pour quitter son emploi, on a donc un premier mode de rupture à l'initiative du salarié qui est la démission, qui est le fameux salarié honnête que donc le législateur aujourd'hui souhaite mettre à égalité avec, en tout cas ne pas mettre à égalité avec celui, en tout cas, que le législateur souhaite que celui qui abandonne son poste n'ait pas plus de droits que le salarié honnête qui démissionne. Voilà, c'est un petit peu le prétexte de cette réforme. En tout cas, la démission, c'est effectivement un geste volontaire. Dire que c'est un geste honnête, en tout cas, c'est un geste positif. Et évidemment, il est inutile de rappeler que si on démissionne, on ne touche pas le chômage, même si je mettrais quand même un petit bémol, puisque certaines règles existent qui permettent quand même que ça soit aux salariés démissionnaires, que ça soit aux salariés futurs abandonnant son poste et considéré comme démissionnaire par l'employeur, des possibilités, non seulement parce qu'il y a des ruptures qui sont considérées comme légitimes par le Pôle emploi, mais également parce qu'il y a une possibilité d'un recours auprès de l'instance régionale de Pôle emploi. Donc, criminaliser les salariés en disant que ils abandonnent leur poste pour éviter la démission qui ne leur ouvre pas droit à chômage, je ne suis pas sûre que ça corresponde véritablement à une réalité. En tout cas, c'est une rupture, il faut le rappeler, qui est sans aucune indemnité, à la différence de la rupture conventionnelle. Et donc, on est obligé de se résoudre à la démission, justement, si on n'a pas obtenu l'accord de l'employeur. Mais c'est aussi, et alors là, on fera la différence avec, justement, ces nouvelles modes de rupture, c'est une rupture qui est différée. Il n'existe pas de démission sans préavis. Et donc, vous avez un moment où on démissionne et un moment où on sort des effectifs de l'entreprise. Or, avec cette nouvelle mode de rupture, eh bien, on va s'apercevoir qu'on est plutôt sur un mode de rupture immédiat plutôt que dans un mode de rupture différé. Et elle est aussi définitive, puisqu'il n'y a aucune rétractation possible.
Et donc, il y a voilà, des cas très rares dans la jurisprudence de rétractation acceptée de la démission. Il faut vraiment avoir voilà, été sous la menace, le démontrer, une menace de caractère presque pénal de la part de l'employeur pour qu'on puisse accepter une rétractation de la démission. Par contre, on peut la faire annuler. Si jamais on invoque un vice du consentement, là, ça se rapproche de la rupture conventionnelle. Et on peut aussi demander sa requalification en prise d'acte. Ça, c'était déjà possible, même avant ce nouveau dispositif, dès lors que la démission résulte d'un comportement fautif de l'employeur. Et donc, exactement comme le nouveau dispositif, il est tout à fait possible pour le salarié, après avoir démissionné, donc de saisir le conseil de prud'homme en bureau de jugement direct sur le fondement de l'article 1451-1 du Code du travail, que d'ailleurs j'ai relu pour l'occasion, et je me suis aperçue qu'il n'y avait absolument pas de mention du mode de rupture à l'initiative du salarié qui permettait de saisir en bureau de jugement direct. Et en réalité, cet article, il indique que c'est lorsque le salarié demande une qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur. À ce moment-là, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement. En réalité, donc moi, je me suis posé la question, mais en fait, si on fait une résiliation judiciaire, dont je vais parler tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait, puisque ce n'est pas exclu par cet article, saisir le bureau de jugement directement? Alors, je n'ai pas trouvé de jurisprudence sur cette question. La seule jurisprudence que j'ai trouvée, c'est une salariée qui avait saisi en résiliation judiciaire, qui au cours de la procédure avait pris acte de la rupture du contrat de travail et qui en fait avait voulu prendre un raccourci et donc passer directement en bureau de jugement du fait de cette prise d'acte. Donc ça n'a pas été, voilà, ça a été considéré comme une modification des demandes qui étaient faites. Mais en réalité, le sens, pour essayer de se comprendre en fait quel est le sens de cette procédure dite accélérée, parce qu'on sait que dans la pratique, les accélérations sont très lentes au prud'homme, mais en tout cas, le sens, c'est qu'on est face à un salarié justement qui est privé de toute indemnisation. Donc, qu'il s'agisse de la prise d'acte ou de la démission, on est voilà, en présence d'un salarié qui n'a pas de droits qui lui permettent de subvenir à ses besoins de type allocation retour à l'emploi, et c'est pour ça qu'on est dans une urgence de requalifier éventuellement cette démission. Mais celle qui évidemment a la primeur de cette procédure, c'est la prise d'acte. Donc, que l'on ne présente plus, maintenant qu'on en parle beaucoup. En tout cas, il faut quand même savoir que cette prise d'acte, il y a eu une évolution dans la jurisprudence sur ce qui était considéré comme pouvant justifier la prise d'acte. Et si au début, il fallait vraiment, ça ressemblait presque à une faute grave de l'employeur, il fallait caractériser des manquements qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, la Cour de cassation a un petit peu infléchi en indiquant qu'il fallait que ce soit un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Et donc, il y a vraiment des brèches qui ont été ouvertes sur ce terrain avec un certain nombre donc de requalification de prise d'acte en licenciement abusif, étant précisé qu'à défaut d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, évidemment, et que donc si les manquements ne sont pas suffisants, on retombe dans la démission. Avec toutes ces conséquences. En tout cas, la prise d'acte, elle est soumise à aucun formalisme, donc c'est bien de le rappeler par rapport à la rupture, la nouvelle, à l'abandon de poste, puisque l'abandon de poste, par définition, il n'y a pas de formalisme, c'est le salarié qui ne vient plus au travail. Et surtout, j'ai trouvé une jurisprudence intéressante qui accepte que la prise d'acte soit présentée par l'avocat, carrément du salarié, qui pourrait écrire à l'employeur en indiquant que son client a décidé de prendre acte. C'est tout à fait accueilli. Mais c'est surtout une rupture immédiate, à la différence de la démission. Donc, c'est une rupture qui se consomme le temps d'un recommandé et qui donc va permettre au salarié de s'exonérer du préavis, mais également permettre à l'employeur de ne pas payer de préavis. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même réciproque comme dispense, entre guillemets, même si cette dispense est temporaire, puisque dans l'hypothèse où une prise d'acte ne serait pas requalifiée en licenciement abusif, on retombe dans la démission et un employeur serait légitime à solliciter, et c'est de plus en plus courant, au salarié qui lui règle donc l'équivalent du préavis en indemnité.
Et ce type de condamnation pose quand même des questions, puisque on est maintenant baigné dans une jurisprudence qui exige des salariés qu'ils démontrent un préjudice lorsqu'ils sont indemnisés. On pourrait se demander s'il incomberait pas à l'employeur de démontrer son préjudice pour obtenir l'indemnisation par le salarié à hauteur du préavis. En tout cas, il a été donc jugé que, en matière, quand bien même donc on a cette procédure très rapide, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur l'imputabilité de la rupture en cas de prise d'acte. Et surtout, et c'est le plus intéressant, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de forme à la prise d'acte, mais elle prend quand même la forme d'une lettre. Et donc, il y a eu toute une évolution de la jurisprudence à cet égard. Et aujourd'hui, en fait, si le juge doit prendre en compte tous les motifs qui figurent dans la lettre de la prise d'acte, il est tout à fait possible pour le salarié de rajouter des motifs. Donc, en réalité, cette nouvelle rupture, abandon de poste, eh bien, c'est un petit peu une prise d'acte, c'est une lettre vide, en fait, de prise d'acte. Et il pourra tout à fait, dans le litige, donc, contrairement à la de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et permet donc d'évoquer d'autres motifs. Par contre, voilà, il y a toute une jurisprudence sur évidemment les faits dont on a eu connaissance postérieurement, etc., qui ne peuvent pas être invoqués. Donc, il est prévisible que ce sera à peu près la même chose pour ce nouveau mode de rupture. Et donc, s'agissant de la prise d'acte, si elle est requalifiée en licenciement abusif, eh bien, elle s'accompagne de tous les paiements des droits des salariés, à savoir voilà, le préavis, l'indemnité de licenciement, le licenciement, voilà, les indemnités éventuellement pour licenciement sans cause réelle sérieuse ou pour licenciement nul. Et donc, on peut se poser la question de ces conséquences quand même d'ampleur, s'agissant d'un salarié qui a abandonné son poste et qui, derrière, va faire une procédure avec un employeur, effectivement, qui se retrouve à être condamné parce qu'il a fait le choix au départ d'être plutôt sur une mise en demeure et donc, plutôt que sur une faute grave, eh bien, va se retrouver face à un licenciement dépourvu de cause ou nul, pratiquement systématique dans la mesure où cette rupture est requalifiée en licenciement abusif. Alors que, s'agissant d'une faute grave, il peut tout à fait y avoir une déqualification de faute grave à faute simple, qui est beaucoup moins sévère pour l'employeur et qui donc va totalement le dissuader, à mon avis, d'utiliser ce type de dispositif. J'en termine avec la résiliation judiciaire, qui est donc le troisième manière à l'initiative du salarié de solliciter… Alors, Rachel, oui. je t'interromps rapidement oui. Avant que tu passes sur la résiliation judiciaire, oui. Concernant l'observation sur la prise d'acte rédigée par l'avocat. Évidemment, nous avons un contrat, donc un mandat ad litem qui nous autoriserait tout simplement à rédiger ce document. Je n'ai pas de difficulté. Mais évidemment, quelques réserves doivent être posées, tout simplement, puisque déontologiquement, on a un risque, tout simplement, en établissant pour son client ce type de document. D'une part, le premier risque, c'est que le client peut très bien revenir sur sa position. Comment fait l'avocat lorsque le client revient sur sa position et comment sa responsabilité peut être engagée? Donc, le premier risque. Deuxième risque, également, ça pose des questions sur l'indépendance de l'avocat qui, justement, on voit un peu la limite de son mandat un peu franchi, puisqu'il va au-delà de la mission qui lui est dévolue. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, possible, mais attention au risque de responsabilité. Et je pense que le Conseil de prud'homme, je demanderai peut-être à M. Carrère sur le coup, s'il n'a pas déjà été confronté à cette difficulté. Non, mais juste, je veux dire un mot. Je vous rappelle qu'on est ici le Conseil national des barreaux, que nous sommes l'autorité normative en matière de déontologie et qu'on ne peut pas, nous adressant à des avocats, laisser passer l'idée que c'est absolument sans risque, que la Cour de cassation considère que ça engage le salarié, c'est une chose, il n'y a pas de difficulté, mais les réserves que vous a données Clarisse sont fondamentales. N'oubliez pas d'être très prudent. Si votre salarié vous demande d'écrire, en tout cas, nous, on ne peut qu'émettre les plus expresses réserves déontologique sur le fait que vous pourriez, vous, avocat, ès qualité, prendre acte de la rupture du contrat de travail pour le compte de votre client. Voilà.
Je précise que j'ai jamais dit que c'était sans risque. Hein. Non, évidemment. évidemment. Alors, Rachel, notre point ne te concernait pas. C'était juste que, comme c'est vrai que la Cour de cassation, tu l'as cité, mais nous, on doit dire aux avocats qu'il vaut mieux éviter de le faire. Donc, je reviens juste à notre président Carrère pour nous dire s'il a été confronté. Et après, on reviendra à toi. Peut-être après que faut pas qu'on perde le fil. son propos sur la résiliation. Non. Oui, je peux dire un mot par rapport à mon expérience personnelle. Je n'ai effectivement jamais vu de mémoire, pour l'instant, une lettre d'avocat évoquer une prise d'acte pour le compte d'un salarié. Je l'ai vu de la part d'un conjoint, éventuellement, voilà, dans des situations bien particulières, voilà, sur lesquelles on émettait quand même des doutes, hein, quand même, enfin, le conseil émettait un peu des doutes ensuite sur la validité. Et je crois que je l'ai vu sur un dossier où, en fait, l'avocat évoquait la prise d'acte potentielle en cas d'échec d'une négociation. Et de mémoire, l'employeur a considéré que comme il n'y avait pas de conciliation ou en tout cas de rapprochement possible, il considérait que la prise d'acte était effectivement effective. Ah oui. Voilà. Et je crois que le dossier ne doit pas encore être tranché parce qu'il me semble que j'ai eu ce dossier-là en bureau de conciliation et d'orientation il n'y a pas très longtemps. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas tranché, mais je ne l'ai jamais vu. Mais ça serait un sujet intéressant. En fait, mon propos, juste pour repréciser, c'était surtout pour donner une illustration en fait, de l'absence de forme qui est requise pour la prise d'acte et qui fait penser en fait à cet abandon de poste où par définition il n'y a pas vraiment, et c'est pour ça que j'ai parlé de cette lettre blanche, du salarié qui abandonne son poste, et en fait ça équivaut en réalité, c'est ce qu'on comprend avec le dispositif, on s'oriente quand même vers des processus qui vont ressembler à la prise d'acte. Donc c'est vraiment sur ce... Voilà, mais c'était une chose que je trouvais qui est illustrative en tout cas. Pour revenir donc au dernier mode de rupture à l'initiative du salarié s'agissant de la résiliation judiciaire. Donc, je l'évoque en dernier parce que en fait, avec la longueur des procédures prud'homales, il se trouve qu'une fois qu'on fait une saisine en résiliation judiciaire, on peut être confronté aux autres modes de rupture qui peuvent surgir, puisque la résiliation judiciaire ne peut aboutir qu'à 2 résultats. Soit les griefs reprochés à l'employeur dans le cadre de cette résiliation judiciaire sont fondés et on se retrouve vers un licenciement soit sans cause réelle sérieuse, soit nul selon la nature des motifs en question ou la nature protégée du salarié, soit les griefs ne sont pas fondés et là on est dans une situation assez inédite puisque le contrat de travail est maintenu. Donc, en réalité, on pourrait croire que c'est gagnant-gagnant pour le salarié, puisque en fait, il saisit, il tente le coup, et puis, en réalité, il conserve son emploi. Eh bien, pas du tout, puisque il se trouve que, donc, évidemment, avec les procédures extrêmement longues, soit, en fait, on a très rarement des procédures de résiliation judiciaire qui trouvent une solution en étant restées des procédures de résiliation judiciaire. En réalité, il se passe toujours des événements pendant la procédure, surtout si elle va jusqu'en appel. Et donc, on a donc des actions qui sont introduites en résiliation judiciaire et qui vont se transformer en d'autres actions. Donc, par exemple, lorsque d'ailleurs, je voulais préciser qu'une résiliation judiciaire, parce qu'il y a quand même un employeur qui a tenté de dire qu'en fait, une résiliation judiciaire, c'était une prise d'acte, puisque en fait, il saisissait pour rompre. Donc, en fait, c'est voire même, je crois qu'il invoquait aussi la démission. Enfin voilà, que c'était une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, puisqu'il saisissait la justice pour le demander. Eh bien, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 seuls résultats qu'on peut obtenir. C'est soit on conserve son emploi, soit donc on a un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est également une action qui est réservée au fond, c'est-à-dire que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur une résiliation judiciaire. Et une résiliation judiciaire, alors j'ai trouvé ça assez étonnant aussi en regardant la jurisprudence, est interdite à l'employeur. Donc il y a quand même un employeur qui a tenté le coup
de solliciter la résiliation judiciaire auprès du Conseil de prud'homme. Et le Conseil de prud'homme lui a dit, enfin en tout cas la juridiction sociale, lui a dit, bah, t'avais qu'à licencier, en gros, voilà. Et il n'y a pas d'action en résiliation judiciaire. Et même, c'est même beaucoup plus sévère puisque l'employeur est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et donc du contrat de travail avec le salarié. Et en l'occurrence, donc si on apprécie un peu de la même manière que la prise d'acte les manquements qui sont donc dénoncés par le salarié dans sa procédure, en réalité, on a trouvé une énorme limite à la résiliation judiciaire assez récemment dans un arrêt du 2 mars 2022, puisque la Cour de cassation est venue dire que si l'employeur corrige les manquements qui sont dénoncés par le salarié au moment de sa saisine, eh bien, la résiliation judiciaire n'a plus lieu d'être. Et donc, en fait, on va assister certainement, après cette jurisprudence, à une sorte de stratégie des employeurs qui vont essayer de mettre en ordre, en fait, la relation de travail et qui pourtant va pas effacer parfois une période assez longue pendant laquelle le salarié a subi les manquements, quand bien même cette remise en ordre serait tardive et quand bien même ces manquements seraient caractérisés, eh bien, on se retrouve avec un salarié qui va devoir conserver son emploi parce que l'employeur aura démontré qu'il a donc corrigé ces manquements. Et donc, il décide que le contrat doit se poursuivre. Donc, et c'est pour ça que, en réalité, ça arrive plus tellement qu'on arrive jusqu'à une résiliation judiciaire. Et quand les manquements sont devenus d'une telle importance ou d'une telle durée, si par extraordinaire un salarié en poste avait le courage d'attaquer son employeur en résiliation judiciaire, parce que c'est pas facile quand même d'aller au boulot tous les matins en demandant en justice la rupture de son contrat de travail. En tout cas, voilà, on arrive rarement à ce type d'issue. En réalité, souvent, donc il peut y avoir par exemple un licenciement qui intervient en cours de procédure. Et vous connaissez la jurisprudence qui dit que donc le juge va d'abord examiner la résiliation judiciaire qui est antérieure, la demande en tout cas, même si les manquements vont être examinés au moment de la rupture. Donc parfois on est dans des configurations très complexes pour ensuite, à défaut de considérer que cette rupture et cette résiliation judiciaire est justifiée, donc se pencher sur le licenciement. Si jamais c'est la prise d'acte qui succède à la résiliation judiciaire, eh bien, ce seront le salarié tout à fait en droit d'invoquer les mêmes motifs que ceux qu'il a invoqués pour saisir en résiliation judiciaire que lorsqu'il était en procédure, dans sa procédure initiale. Et par contre, un salarié qui aurait saisi en résiliation judiciaire et qui démissionne en cours de procédure, eh bien, prive d'objet sa propre procédure. Et donc, son seul choix est de ressaisir pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture. Et on revient au début de mon exposé. Donc, on est vraiment dans une situation où on va toujours donner donc au salarié qui va, plutôt donner la primeur à essayer de diminuer, de rétrécir le champ des possibilités de rupture à l'initiative du salarié. Et il y a d'autres de ces ruptures qui peuvent se catapulter. Et vous avez par exemple donc des jurisprudences qui indiquent que si jamais on démissionne et alors ça c'est intéressant parce que si sur certaines questions qui sont posées par l'abandon de poste, lorsque le salarié a démissionné et a continué à travailler. On est un petit peu dans la situation qui fait penser à celle qu'on va connaître bientôt. Eh bien, s'il continue à travailler un certain temps, en fait, la démission peut être privée d'effet. Donc ça, j'ai trouvé une jurisprudence de 2006 qui donc va entraîner des conséquences. Et on va justement parler de toutes ces interrogations qui entourent donc l'abandon de poste avec Diane.
Alors, avant que vous le fassiez, juste, je voudrais que vous précisiez, parce que c'est une question qui a été posée, j'ai renvoyé d'ailleurs les auditeurs à l'atelier suivant sur la procédure prud'homale. Juste, est-ce que vous pouvez confirmer que lorsque on commence par saisir en résiliation judiciaire du contrat de travail et que derrière, comme très classiquement ça se produit, il y a soit un licenciement, soit une prise d'acte de rupture, du fait de la suppression de l'unicité de l'instance, est-ce qu'on peut faire des nouvelles demandes dans le cadre de la précédente, parce qu'on considère que c'est une demande accessoire, ou alors est-ce qu'il faut saisir à nouveau? Parce que la question a été posée, donc est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Alors, moi, je n'aurais pas forcément de réponse très nette, parce que comme tout avocat, je répondrais ça dépend. Moi, je mais en tout ressaisis. cas, non, Moi, je j'ai une ressaisis réponse. Non, non, mais personnellement. j'ai une Moi, je réponse. ressaisis. Non, non, mais j'ai une réponse. Déjà, Non, mais ça c'est pour ça, dépend non, mais c'est pour si ça je que je la peux- pose, parce que Christophe Carrère va nous donner sa jurisprudence. Moi, je sais que je ressaisis, mais Non, mais en tout cas, déjà, tout dépend à quel stade on est de la procédure. Si on est avant le bureau de conciliation, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de ressaisir. Dans aucun cas, il y a besoin de ressaisir, puisque la disparition de l'unicité d'instance, elle exige qu'une conciliation ait lieu avant que la demande soit évoquée en bureau de jugement. Mais si on est après le bureau de conciliation, dès lors que, en fait, par exemple, dans le cas d'une résiliation judiciaire qui est suivie d'une prise d'acte, dès lors que c'est les mêmes motifs qui sont invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, moi, je ne vois pas de nécessité de… Donc, après le licenciement, dès lors que c'est quand même une demande de rupture, la résiliation du judiciaire, pour moi, c'est une même demande. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste une question de date. C'est-à-dire que le juge va statuer, d'ailleurs, je l'ai dit dans mon exposé, d'abord sur les motifs de la résiliation judiciaire et ensuite, éventuellement, se prononcer sur la valeur du licenciement. Donc, c'est déjà prévu par la jurisprudence et je ne vois pas, enfin, pour moi, on est assez sécurisé s'agissant d'avoir déjà concilié, en fait, tenté de concilier sur l'idée de la rupture. Voilà. Donc, pour moi, la conciliation est déjà intervenue. Et en plus, d'autant plus qu'en matière de prise d'acte, il n'y a pas de conciliation. Donc, dans la procédure. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout de… Et la jurisprudence du Conseil des prud'hommes de Paris? Ce n'est pas une position officielle, hein, parce que, comme je dis tout le temps, on est 832 conseillers prud'hommes et chaque président d'audience et chaque formation va faire un petit peu l'interprétation et la lecture des textes en fonction de la situation du dossier. Moi, ce que je pense, à titre tout à fait personnel, c'est que, il faut jouer la plus grande prudence et sécuriser les procédures, comme vient d'évoquer Maître Smir. Moi, je rejoins en cela. Si effectivement le bureau de conciliation et d'orientation est passé, je pense qu'il est effectivement plus prudent de refaire une saisine, voilà, pour sécuriser. Hein. J'entends, hein, mais moi, je pense, c'est à titre très personnel, pour le voir assez régulièrement, parce que sinon, on s'expose à un risque de contestation au niveau du bureau de jugement, et en fonction de la composition de l'information, il peut y avoir effectivement une décision dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour sécuriser la procédure, moi, j'invite les parties effectivement à le faire régulièrement. Je leur demande même de m'écrire directement de façon à ce qu'on puisse trouver une solution pour remettre sur le même BJ, de façon à ce qu'on fasse la jonction des deux dossiers après derrière. Voilà, c'est l'objectif qu'on a, nous, c'est d'essayer de faciliter les trucs et de sécuriser les procédures des uns et des autres. Alors après, ça peut se discuter. Je vois qu'il y a des opinions non, mais je voulais pas dans la salle. Mais en termes de positionnement, moi, je pense que pour sécuriser les procédures, il est mieux de ressaisir, d'autant plus si le bureau de conciliation, effectivement, est passé, parce que je le vois assez régulièrement, où du coup, quand on refait la procédure, parce qu'il y a eu un licenciement qui est intervenu après la résiliation judiciaire, il y a des demandes qui peuvent naître sur l'exécution du contrat de travail qui n'avait pas été évoqué auparavant. Il peut y avoir aussi des demandes spécifiques sur des questions d'attribution de bonus qui n'ont pas forcément été évoquées au moment de la saisine. Et par conséquent, on considère qu'il y a des demandes nouvelles, et donc, de façon à sécuriser la procédure, si vraiment on sort complètement de la question de la rupture du contrat de travail et qu'il y a d'autres demandes qui arrivent, dans ces cas-là, il faut effectivement le sécuriser. Et tout dépend, j'ai envie de dire, c'est du cas par cas. Voilà. Mais très clairement, en plus, Monsieur le Président, vous l'avez dit vous-même. Je veux dire, il y a des présidents de chambre qui n'ont pas du tout, pas forcément la même jurisprudence. Je rappelle quand même qu'on a un devoir de prudence, hein, c'est dans l'article 1.3 du RIN. Donc,
compte tenu du fait qu'on n'a pas encore une position absolument figée, je pense qu'une fois que le BCO est passé, il faut ressaisir et demander en effet la jonction pour rester sur le même numéro de RG. Ce n'était pas du tout l'objet, mais je vous le disais parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées par des confrères qui nous suivent à distance. On continue, on reprend la suite. Je pense que vous vouliez maintenant aboutir sur l'abandon de poste, ce qui va faire ensuite la transition avec C'était fait pour. nos intervenants. J'avais juste un petit ajout sur la question de savoir s'il faut ressaisir ou pas. Je parle sous le contrôle de M. Carrère, mais il me semble que le bureau de jugement peut se mettre en bureau de conciliation et entendre les parties sur l'impossibilité de concilier sur une demande le même jour que l'audience de jugement. Mais en matière de... Voilà, c'est peut-être prendre des risques, mais en tout cas, c'est un process qu'on utilisait parfois. Bon, alors, on va faire un échange. Non, mais ce sujet de la transformation du bureau de jugement en conciliation n'existe pas. Il n'y a pas de transformation du bureau de jugement en bureau de conciliation et d'orientation. Ça n'existe nulle part dans les textes et on ne le fait pas. Il y a toujours une confusion entre le fait de dire est-ce que le bureau de jugement peut valider un procès-verbal de conciliation totale entre les parties. La réponse est oui. Voilà. Mais il ne le fait pas en forme de bureau de conciliation et d'orientation, il le fait en formation de bureau de jugement et pas en application de tous les articles, c'est-à-dire certainement pas en application de l'article D1235-21, voilà, le fameux article avec l'indemnité forfaitaire de conciliation, voilà, qui est aussi sujet à discussion. Mais concrètement, le bureau de jugement ne se transforme pas en bureau de conciliation et d'orientation, puisque ça nous poserait une problématique suivante, c'est qu'on doit avoir sur l'année un nombre d'audiences identiques sur la question de l'alternance, présidée une fois par collège employeur, présidée une fois par le collège salarié. Et donc, si on commence à rentrer dans ce mécanisme-là, on va arriver sur le global de l'année à un déséquilibre fort probable qu'il est quasiment impossible de rattraper. Donc, par conséquent, le bureau de jugement ne se transforme pas en bureau de conciliation et d'orientation, mais il a les pouvoirs de valider un procès-verbal de conciliation. Voilà, c'était pas forcément à cette procédure que je faisais référence, mais je comprends. Juste un dernier mot, c'était dans le but que le bureau de jugement constate l'absence, en l'occurrence, de conciliation, et que ça permette, quand on a une date de bureau de jugement qui est déjà lointaine, qu'on ne repasse pas devant, et notamment dans des conseils de prud'homme comme Nanterre, par exemple, qu'on ne recommence pas la procédure à zéro lorsqu'un licenciement est intervenu, alors qu'on est déjà en résiliation judiciaire depuis 2 ans et demi, et qu'on va se devoir attendre encore 3 ans pour éventuellement attendre la jonction des 2 procédures. Voilà, c'était plutôt dans cette configuration-là que j'évoquais cette possibilité. Je donne un élément de réponse. La pratique à Paris, je ne peux pas parler pour les autres conseils de prud'homme parce que chaque conseil de prud'homme est autonome. À Paris, où on est quand même un conseil de prud'homme qui fonctionne plutôt bien, voilà, je le dis très clairement, avec des délais qui sont plutôt raisonnables, même s'ils peuvent apparaître comme étant très longs, on fait sur ce type de dossier du cas par cas. C'est-à-dire, moi, j'invite les parties à écrire au président du conseil et on fait en sorte, quand il y a déjà une date de bureau de jugement qui est fixée, de faire un bureau de conciliation et d'orientation intermédiaire, y compris en zone surcharge, voire en créant une structure particulière, de façon à ce que la date de vigie qui est déjà fixée pour le premier dossier soit la même pour le second, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'à demander la jonction après derrière. Voilà, je le dis très sincèrement. Écrivez à la présidence du Conseil sur ce type de dossier, en tout cas pour Paris. Il n'y a aucune difficulté, on y apporte la plus grande bienveillance, y compris avec l'accord du greffe. Voilà, on ne travaille pas contre le greffe. Là-dessus, il y a vraiment un travail commun dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. On le fait sans hésiter. Parfait. Donc, on va pouvoir attaquer la réforme de l'abandon de poste et cette nouvelle notion qui est la présomption de démission. Alors, présomption de démission que Madame Séverin ce matin nous disait être la lumière au bout du couloir pour l'augmentation des contentieux CPH et qui, sur ce terrain-là, ne m'inspire rien de bon. Que prévoit la réforme? Donc, ce fameux nouveau L1237-1-1 dont on parlera et reparlera, à mon sens, les prochains mois. On aurait aimé avoir le décret qui doit sortir avant le 31, mais voilà, ou pas. Pour l'instant, on parlera dans l'hypothétique, du décret hypothétique qui a été publié en off. Donc, que prévoit le décret? On le sait, le salarié qui abandonne volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste est présumé démissionnaire au bout d'un délai, dit-on, a priori, qui sera de 15 jours. Et
au-delà, le salarié peut contester la rupture en saisissant le conseil de prud'homme directement devant le BJ. Et le conseil de prud'homme aura la charge de se prononcer sur la nature et sur la rupture, de la rupture et les conséquences associées à la rupture qu'il prononce. Donc, cette réforme, qu'appelle-t-elle alors, de prime abord, j'allais dire, alors, d'abord l'objectif. L'objectif, il a été, c'est vrai que ce matin, on en a assez longuement parlé, mais on va quand même repartir de là. L'objectif qui a été clairement exprimé pendant les débats parlementaires, c'est un objectif d'équilibre du budget de l'assurance chômage qui, à mon sens, est très, très loin des effets et des conséquences que va avoir ce nouvel article et cette nouvelle rupture du contrat. Donc, un objectif budgétaire. Pourquoi? Puisque ma consoeur parlait de démissionnaire honnête. Le législateur considère qu'effectivement, quand on abandonne son poste, c'est une démission. Et donc, qui dit démission, dit conséquence de la démission et donc dit absence de Pôle emploi. Et donc, au lieu de régler ça sur le terrain du Pôle emploi, on va régler ça sur le terrain de la rupture du contrat et de l'initiative de la rupture du contrat. Là où aujourd'hui, j'allais dire, les choses étaient claires, jugées, jurisprudence constante, aucun risque. C'était sécure, archi-sécure. J'allais dire, je pense qu'ici, autour de la table, personne ne voyait les dossiers d'abandon de poste arriver sur son bureau. Chacun gérait ça. On avait d'un côté les salariés, effectivement, qui souhaitaient soit être pris en charge, soit avoir, parfois c'était des questions de calendrier, un nouveau poste, donc ils quittaient leur poste assez rapidement. Et les employeurs avaient une procédure, mise en demeure, licenciement faute grave, aucun contentieux sur le sujet, aucun. Et aujourd'hui, on vient vous dire que, effectivement, ce sera une présomption de démission qui sera constatée à l'issue d'un délai de 15 jours. Donc le mérite, on doit trouver des mérites à la réforme, un garde-fou des abus. Bon, si abus il y a, et encore, quand on écoute les intervenants de ce matin, abus il y a, quel chiffre il y a, on ne sait pas. Les chiffres de la DARES qui ont été publiés en février, qui font état de 120 000 abandons de postes sur le semestre 1 2022, a priori, ont été tirés d'un échantillonnage archi incomplet et extrapolé parce qu'en fait, aucun employeur n'avait répondu aux interrogations de la DARES. Et donc, on a extrapolé ces chiffres et surtout, ces chiffres sont sortis après la réforme. Donc, on s'interroge quand même sur la nature de la réforme. Et deuxième mérite, alors là, je parle me concernant, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y aurait une réflexion, en tout cas, j'allais dire une réflexion de la part des salariés et donc des départs un peu moins précipités au sein des entreprises et moins spontanés et immédiats, ce qui mettra un peu moins les employeurs et les entreprises en difficulté. Au-delà de ces mérites-là, on a quand même beaucoup d'approximations et voire d'incohérences dans la réforme. Approximation, ne serait-ce qu'à la lecture du texte. J'allais dire, on fait du très scolaire, on prend la lecture du texte, on vous parle d'une remise en main propre, d'une mise en demeure d'un salarié absent. Donc moi, je veux bien, mais jusque-là, je m'interpelle quand même sur la possibilité de remettre en main propre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là. On lui demande de justifier son absence et de reprendre son travail. En général, c'est soit on justifie son absence ou on reprend son travail, mais on ne fait pas les deux, ou en tout cas, on n'en tire pas de démission à la clé. On n'évoque pas de préavis alors qu'on parle d'une démission. Et on laisse un délai de 15 jours, ce qui, somme toute, me paraît personnellement important. Aujourd'hui, dans les cas de mise en demeure de justification d'absence, le salarié, enfin, je veux dire, derrière, il y a une entreprise qui potentiellement est en difficulté, des collègues qui vont être en difficulté, voire surchargés, qui vont récupérer, on n'a pas de visibilité. Et donc, aujourd'hui, on met des délais relativement courts de justification d'absence. 15 jours, personnellement, je trouve ça énorme. Voilà pour ce qui est de l'approximation, à mon sens, des textes. Et puis après, on a carrément des flous. Et c'est sur ces flous-là que l'insécurité juridique, à mon avis, sera la plus forte, à savoir le premier flou. Le texte parle d'abandonner volontairement son poste. Mais qu'est-ce qu'un abandon volontaire de poste? Aujourd'hui, excusez-moi, mais on a en jurisprudence un panel. Alors, vous avez des abandons de poste spontanés, c'est-à-dire qu'on on a une altercation sur le poste de travail, le salarié part précipitamment et ne revient pas. Là, on est clairement sur de l'abandon de poste. C'est clair, c'est net, le salarié ne revient pas. Ça a été inopiné et spontané. J'allais dire, c'est facile.
Et puis après, vous avez tout ce qui est absence injustifiée. Vous êtes en arrêt maladie, puis vous arrêtez de fournir des arrêts. Est-ce que c'est un abandon de poste volontaire? Je n'en suis pas sûre. Votre contrat est suspendu, il n'y a pas eu de visite de reprise. Franchement, je n'en sais rien. Vous êtes en congé payé, vous prolongez vos congés. Est-ce que c'est un abandon volontaire de poste? Je n'en sais rien. Et aujourd'hui, on avait aussi une jurisprudence qui, j'allais dire, parfois, entre guillemets, notamment sur ces questions d'arrêt maladie et de congés payés, venait moduler le caractère fautif par rapport à un contexte vécu notamment par le salarié et notamment en faute simple. Là, en l'occurrence, on est sur de la démission avec une requalification des juges et dont on ignore tout. Donc, cette notion aujourd'hui d'abandon de poste, voilà, à mon sens, elle est complètement floue, c'est une insécurité juridique totale. Et qui va devoir trancher? C'est l'employeur. C'est-à-dire que c'est à l'employeur de venir dire « je considère que mon salarié est en abandon volontaire de poste » et qui va devoir trancher et prendre le parti ou pas, et à mon avis, ce sera souvent ou pas, de déclencher cette procédure. Et donc, à mon sens, qui dit absence de définition, dit appréciation des juges du fond et des risques. Voilà. Moi, c'est mon opinion à ce stade. Et Diane, quand tu dis c'est la décision, ça revient à l'analyse du chef d'entreprise, pardon, mais c'est aussi accessoirement et surtout le devoir de conseil de l'avocat derrière. Oui. Hein, ah bah bien sûr. Parce que le chef d'entreprise ne prend pas la décision tout seul et il se fait toujours couvrir par un avocat. Donc là encore, devoir de prudence le plus total à l'égard de cette appréciation du caractère volontaire de l'abandon de poste. Et c'est pour ça que je précisais qu'on n'y serait certainement pas souvent. Voilà. Et que, effectivement, la notion étant tellement large que finalement, alors on peut être très facilement dedans, comme on peut être très facilement à l'extérieur de la notion, puisqu'elle n'est pas définie. Donc, c'est le principe du flou. Hein. Vous vous en servez à votre avantage ou pas. Mais c'est vrai que là, et on va y revenir, compte tenu des risques inhérents à cette prise de position, et là, je vous rejoins tout à fait, c'est en devoir de conseil, dire il faut se mettre dans le cadre de cette procédure-là, c'est créer un risque que nos clients n'avaient pas auparavant avec un abandon de poste et un licenciement faute grave classique. Alors, attendez, je pense qu'il faut récupérer un micro. Est-ce que la régie peut nous donner un micro pour qu'on puisse donner la parole aux… Parce que ce que vous dites, c'est très intéressant, mais souvent, ceux qui nous écoutent, je voudrais juste dire, on est plus de 300, sauf erreur de ma part, à écouter. Alors, je vais la reformuler parce qu'a priori, je le dis également, tous les états généraux seront visibles en replay par ailleurs. Voilà. Donc, tu peux répéter en attendant. Donc, en fait, notre consoeur nous interpellait sur la nécessité et le caractère impératif, finalement, de la procédure. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, le texte est à l'indicatif. Et qui dit indicatif dans le Code du travail dit impératif. Pour autant, la notion n'est pas définie. Donc, c'est impératif pour un abandon de poste volontaire. Qu'est-ce qu'un abandon de poste volontaire? C'est là notre travail aussi de définir cet abandon de poste volontaire. Deuxièmement, peut-être un peu plus détourné, mais quelle est la sanction? À ce jour, peut-être. Ah oui, on peut… Alors, attendez, est-ce que ceux qui prennent la parole, s'il vous plaît, une petite discipline, vous allez au micro qui est debout, hein, qui est sur le truc, là. Ça va, du coup, notre consoeur n'a plus de questions. Les confrères à distance ne vous entendent pas. Donc, faites profiter tout le monde de vos interventions, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous disiez que c'était la sanction, ce serait un licenciement abusif. Voilà, forcément. Après, c'est sûr qu'on ne motive pas le licenciement par un abandon de poste volontaire. Voilà, pas que. Enfin, oui, effectivement, il faudra… Oui, parce qu'il veut parler. Oui, bah justement, parce qu'on parle beaucoup de sécurisation de la procédure, on entend de la rupture. On a entendu tout à l'heure Eric, le vice-président du CPME, en parler. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir son point de vue. Bah oui. Ouais. Alors, évidemment pas comme juriste. Je ne m'y attends pas du tout. Et puis en plus, j'ai eu la chance au cours de ma carrière d'aller, je crois, 2 fois seulement, donc ma carrière d'employeur, au tribunal de prud'homme. Donc évidemment, même pas praticien. Donc pour le coup, voilà. Simplement pour mettre du contexte politique dans ce qu'on est en train de vivre sur ce sujet-là. La première chose, c'est que ce qu'on peut dire aussi, c'est que
la représentation qu'a la société de la relation dans le cadre du monde du travail est fort différente de ce qu'elle est en réalité. Et nos représentants de la société, c'est-à-dire les députés élus, en fait, ils baladent avec eux aussi cette représentation qui est un peu fausse. Et je rappelle que la création de la rupture conventionnelle en 2006, c'est à l'initiative des chefs d'entreprise, dans le cadre d'une négociation de convention d'assurance chômage, que ça a été créé pour sécuriser. 2006, c'est une période, c'était avant 2007, c'est une période plutôt favorable. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait en 2007 ou en 2008, mais au moins en 2006, dans une période économique favorable, on voulait sécuriser effectivement la rupture du contrat de travail. Et singulièrement, sur le fait, et je reviens sur ce que vous disiez là-dessus, sur la rupture conventionnelle, sur le fait que c'est à la main effectivement de l'employeur, mais au final, ce n'est pas tant à la main que ça de l'employeur, parce que quand vous avez un salarié qui ne veut plus travailler dans une entreprise, bah, voilà, il y a un moment, il vaut mieux qu'on se mette d'accord et qu'on puisse en fait sécuriser la rupture plutôt que d'être dans une situation d'avoir un salarié qui traîne les pieds. Donc ça, c'était le constat. Et la preuve que parfois, il faut mieux laisser faire les partenaires sociaux, c'est que le truc, ça a super bien marché, que ça fonctionne bien, qu'après tout, ce n'est pas trop remis en cause, sauf, je tiens à le signaler, parce que c'est encore tout chaud, puisque c'est la réforme des retraites qui le met, c'est l'augmentation du forfait social de 20 à 30% sur la rupture conventionnelle. Et là, tout ça pour justement tuer l'interprétation collective de la société sur le fait que ce n'est pas normal de rompre le contrat de travail et d'avoir droit aux assurances chômage. Donc, les parlementaires, notamment pour la fin de carrière, c'est-à-dire pour l'emploi des seniors, en fait, et notamment les PSE qui sont très dénoncés, ou des ruptures conventionnelles de fin de carrière pour permettre en fait de glisser à l'assurance chômage et d'assurer la fin de carrière par la collectivité plutôt que de l'assumer dans l'entreprise. Et donc, du coup, les sénateurs ont introduit, je crois, l'augmentation, et évidemment, le gouvernement était très content, de 20 à 30% de l'augmentation du forfait social sur la rupture. Ce qui veut dire que l'intérêt de la rupture conventionnelle pour le chef d'entreprise est beaucoup moins évident aujourd'hui, voire disparaît. Alors, encore une fois, quand un travailleur ne veut plus travailler dans une entreprise, le mieux, c'est de trouver un accord pour se séparer, quand même. Mais cette nouvelle disposition peut, en fait, relancer effectivement les ruptures transactionnelles, mais avec effectivement la question, ça peut vous donner du travail d'ailleurs, au passage, mais avec la question effectivement de la sécurisation de la transition qui n'est plus là, puisqu'il n'y a plus d'inscription à l'assurance chômage qui est possible dans la rupture transactionnelle, puisque là, ce serait d'un commun accord, mais pour le coup sans inscription. Donc ça, c'était le premier point. Sur la question de l'abandon de poste, moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé à la CPME, parce que je trouve que c'est très intéressant de voir justement comment on attrape ça dans le monde des entreprises, des chefs d'entreprise sur le sujet des employeurs. Au comité exécutif de la CPME, on a plutôt autour de la table des représentants qui sont des représentants de nos adhérents, des territoires et des branches professionnelles, plutôt des grosses entreprises, des grosses PME. Enfin, quand je dis grosse PME, c'est 50, 400, voilà, c'est à peu près l'échelle. Et alors là, quand on est arrivé avec cette proposition, qui est une proposition du gouvernement, je crois, sur l'abandon de poste, il y a eu un tollé autour de la table en disant « ne touchez pas à l'abandon de poste ». Très clairement. Les grosses PME, elles, étaient très claires sur le sujet. Vous ne touchez pas à l'abandon de poste. C'est un dispositif formidable pour permettre une rupture facilitée, sécurisée du contrat de travail. Et donc, bon, très bien, moi qui suis négociateur pour la CPME, je prends ça dans ma besace et je vais porter la bonne parole. Vous ne touchez pas à l'abandon de poste, du moins. Et puis, on a des réunions mensuelles, comité directeur, dans un public beaucoup plus large, où là, on a beaucoup de chefs d'entreprise beaucoup plus petites, inférieures à 50 salariés. Et alors là, quand on leur parle de revenir sur l'abandon de poste, eh bien, vous avez une standing ovation sur le fait de refuser l'abandon de poste. Et donc, c'est tout à fait intéressant de dire ça, parce qu'on voit bien en fait toute l'ambiguïté que représente aujourd'hui dans la société la question de l'abandon de poste. Donc, voyant ça, nous, très clairement, ce que l'on dit,
c'est que typiquement, c'est un sujet de partenaires sociaux. Qu'il faut renvoyer ça aux partenaires sociaux et nous laisser le soin de régler ça dans le cadre d'une négociation de convention assurance chômage et de ne pas laisser le Parlement légiférer sur ces choses-là. Je suis désolé. Monde du travail, c'est particulier et parfois, ils ne sont pas si forts que ça, et si pertinents dans la définition de la loi. Donc, nous aurions préféré de très loin que nous redonnions ça aux partenaires sociaux et que nous ayons à le négocier dans le cadre article 1 du Code du travail ou la loi de 2018 maintenant, puisque c'est plutôt une lettre de cadrage sur la convention d'assurance chômage. Donc voilà, le contexte, il est là. C'est pas une demande des employeurs, ça c'est sûr. C'est plus en fait satisfaire l'inconscient collectif de la société vis-à-vis des relations du travail. Et ça, c'est un petit peu dommage. Franchement, l'article L1, il est très très bien. Il faudrait l'utiliser un peu plus souvent. Voilà la position de la CPME, mais je pense qu'elle est assez partagée dans le monde patronal. Voilà. Christophe, tu veux peut-être rebondir directement, parce que moi, c'est vrai que je n'avais pas du tout cette lecture. C'est vrai qu'à cet effectif-là, les entreprises n'ont pas de RRH, hein, c'est clair, et donc elles ne sont pas structurées pour pouvoir gérer ce genre de difficultés. Christophe, tu veux peut-être rebondir ? Oui, parce que ce que dit Eric Chevet est effectivement très intéressant, et moi je le vois en pratique prud'homale sur les dossiers qui nous sont soumis la plupart du temps, où effectivement on est confronté dans des petites structures moyennes ou petites, effectivement autour de moins de 50, au fait qu'il y a une méconnaissance de la gestion d'une situation comme celle-ci quand un salarié s'absente éventuellement, quelles que soient les raisons, hein, de son emploi. Et donc, on se retrouve avec des situations où on sent bien qu'il y a eu de la méconnaissance sur comment on appréhendait cette situation. Puis, on a tâtonné dans différents domaines. On a envoyé une lettre recommandée en mettant effectivement en demeure le salarié de reprendre son emploi, mettons sous 15 jours, puisque c'est le terme qui a été évoqué. Et puis, il se passait rien au bout de 15 jours. Puis, on laissait passer un mois de plus, 2 mois de plus. Et puis, d'un coup, quelqu'un reprenait le dossier en se disant, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'à ce moment-là, la plupart du temps, le salarié commençait peut-être à se réveiller en disant, mais attendez, j'ai pas eu mes documents de fin de contrat. Voilà, il y a pu y avoir ça. Donc, effectivement, la règle, c'est que tant que le contrat n'est pas rompu, il existe. Oui. Et nous, on le voit régulièrement au référé, surtout quand on a des salariés qui n'ont pas de nouvelles de leur employeur ou qui n'en ont peut-être pas donné non plus. Hein, je jette la pierre à personne, qu'on soit très clair, hein, les situations sont très différentes. Et puis, il y a un contrat qui a perduré pendant 18, 24 mois, si ce n'est pas plus, et des salaires n'ont pas été payés. Et donc, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, il y a effectivement un risque juridique. Alors peut-être que ça répond en partie à la demande des PME. Moi, je rappelle quand même que l'article en l'état n'est pas applicable, hein, puisque le décret n'est toujours pas sorti. Voilà, ça fait quand même maintenant un petit moment que ça a été voté. Je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce contrat, il faut toujours s'en occuper et toujours être proactif et ne pas les laisser moisir, j'ai envie de dire. Voilà, parce que moi, ce que je constate souvent dans des dossiers très compliqués, à la fois où il y a des demandes de résiliation judiciaire peut-être, qui ensuite finissent par des inaptitudes, des prises d'actes, voilà, ou des situations avec des salariés protégés. Voilà, dans lequel on a fait une demande auprès de l'inspection du travail, qui n'a pas répondu, qui a répondu quelque chose d'ambigu, donc on ne sait pas trop comment appréhender la situation. Et donc, on se retrouve avec des choses très compliquées parce que ça dépend, y compris la situation de décision d'autres juridictions, voilà, avec des conséquences terribles. Moi, il y a des dossiers, enfin, je le dis un peu comme ça, c'est des situations épouvantables où un salarié et un employeur se traînent des situations de contentieux pendant 5, 10 ans. Voilà, et on se demande quand est-ce que ça va trouver une solution. Moi, concrètement, ce qui me manque peut-être, même si je ne suis pas forcément favorable à cette lecture de l'article, hein, voilà, mais c'est au législateur de faire ce qu'il a à faire. Nous, on fera en sorte de l'appliquer. C'est de dire à un moment donné, y compris pour l'employeur, quand est-ce que quelque chose, une rupture est acceptable. Voilà, parce qu'en fait,
Moi, je le vois souvent être sur de plus en plus de dossiers comme ceux-là un peu complexes, avec résiliation judiciaire, prise d'acte entre-temps, parce que le salarié a trouvé un autre boulot, parce qu'il a quand même été proactif, parce qu'il y avait quand même, il considérait qu'il y avait des éléments suffisamment graves, sauf qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Peut-être qu'ils ont commencé à négocier une rupture conventionnelle, et puis ils ne se sont pas mis d'accord sur le montant. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'il existe un endroit où est-ce qu'on peut faire apprécier si la rupture conventionnelle, par exemple, qui n'aurait pas abouti, effectivement, chacun y a mis du sien pour faire en sorte qu'elle aboutisse. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de dossiers où on nous demande, à nous, de trancher sur le montant des indemnités. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les parties sont là et qu'elles attendent que le Conseil de prud'homme fixe un peu la question de la rupture conventionnelle qui n'a pas pu être tranchée à l'amiable. Alors, d'où je le dis l'importance, c'est un peu mon dada aussi, c'est de dire que la conciliation est une phase importante, voilà, très importante, dans laquelle j'insiste pour dire que les parties doivent être présentes et pas que représentées. Le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas un endroit où les avocats des parties doivent faire connaissance, mais un endroit où on doit, en théorie, nous, conseillers prud'hommes, avoir un rôle proactif pour tenter de rapprocher les parties vers une solution amiable. C'est ça la priorité et l'objectif premier d'un conseiller de prud'homme, c'est la conciliation. Si on va déjà sur un bureau de jugement, je considère, comme d'autres d'ailleurs, qu'on est en échec un petit peu de la prud'homie, c'est une première étape. Donc, il est essentiel que les parties viennent en conciliation, au bureau de conciliation et d'orientation, qui soient présents, représentés, mais bien sûr assistés, c'est aussi essentiel pour qu'on puisse arriver à trancher ce genre de dossier qui, effectivement, ne servent personne parce qu'ils sont partis pour durer. Et à mon avis, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. J'attire l'attention, puisque j'ai la parole, sauf s'il faut que j'arrête immédiatement, sur le fait de dire qu'il faut avoir impérativement une vision globale de la situation du salarié et anticiper tout ce qui doit être anticipé. Donc, j'évoque sur une rupture conventionnelle, par exemple, il y a toute la question des clauses de non-concurrence. Voilà, où bien souvent, il y a des ruptures conventionnelles qui sont signées, on n'a pas pensé à la clause de non-concurrence, on n'a pas pensé à un éventuel bonus. Voilà, donc toutes ces questions-là, nous, on les retrouve après derrière en contentieux. Bien sûr, on est là pour les traiter et on les traite, mais il y a besoin d'avoir une anticipation globale sur le contentieux possible qui peut arriver. Sur la question des prises d'actes, au Conseil de prud'homme, on a, nous, une problématique voilà, assez récurrente. C'est la question du préavis. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par Maître Spire, mais sur la question de dire si effectivement le Conseil considère que les éléments ne sont pas suffisamment graves, est-ce qu'on doit condamner systématiquement le salarié à rembourser du préavis à l'employeur? La question se pose, moi je n'ai pas la réponse, ça dépend du dossier, ça dépend de la façon dont les demandes sont formulées, mais effectivement, il y a besoin dans un premier temps d'avoir des justificatifs sur le fait que le salarié n'a pas fait son préavis, mais est-ce que ça a créé réellement un préjudice? Et donc, souvent, le Conseil de prud'homme n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur ces dossiers-là et renvoie malheureusement sur le départage qui, compte tenu de l'absence de moyens à notre disposition, est parfois beaucoup plus long que ce prévoit le Code du travail, puisqu'en théorie, après un bureau de jugement en partage de bois, on doit trancher la situation dans le mois qui suit, mais à Paris, en tout cas, c'est plutôt 2 ans. C'est quand même dommage. Voilà. Donc moi, j'insiste et je reprends un peu ce qui a été évoqué par Eric Chevet dans son introduction, la question de la sécurisation de la transition d'un emploi à un autre est effectivement celle-là qui est centrale. Et je pense qu'aujourd'hui, le législateur n'a pas de vision globale de tout ce qui se passe sur ces questions de transition. Et le fait de vouloir renvoyer en partie aux partenaires sociaux, c'est effectivement une bonne solution parce que c'est dans un premier temps là que des solutions efficaces peuvent émaner. J'interromps juste je fais une pause avec les questions que nous posent les confrères. J'en lis quelques-unes. Notre consoeur répondant à une question de la salle a indiqué que l'employeur sera contraint de mettre en place la procédure spécifique et ne pourra plus licencier comme aujourd'hui. Êtes-vous tous d'accord avec cette position? C'était une question et non une position. Ouais. Moi, je veux bien répondre, parce que justement, ça me permet de me prononcer sur ce nouveau mode de rupture. Donc, moi, peut-être contrairement ou en accord avec les personnes qui sont sur cette table, je ne pense pas que cette réforme va changer quoi que ce soit. Je pense surtout qu'elle n'est absolument pas destinée aux employeurs.
à faire peser sur les employeurs une obligation de mettre en demeure. D'ailleurs, on a entendu que les employeurs n'appelaient pas de leur vœu, mais elle est surtout dirigée contre les salariés. Et contre les salariés qui sont soupçonnés, en fait, d'utiliser cet abandon de poste pour bénéficier du Pôle emploi. Et donc, cet article, si on lit, il crée une présomption. Il n'y a à mon avis, aucun élément des phrases qui permet de penser que l'employeur va être obligé. C'est vraiment si, en plus d'avoir poussé avec les conditions de travail ou en tout cas avec le projet du salarié, si c'est le cas, en tout cas avoir passé cet événement que le salarié ne se présente plus à son poste, eh bien l'employeur va avoir la possibilité de le mettre en demeure et éventuellement de le considérer. Enfin, c'est plutôt dans son statut à l'égard de Pôle emploi. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui existe, qui est extrêmement courant en droit public. En droit public, en fait, lorsqu'un salarié de droit public, un agent public, quitte son poste sans justification, il est considéré comme avoir renoncé à son statut. Donc, en fait, c'est vraiment dirigé contre le salarié pour l'empêcher, en fait, de pouvoir accéder au Pôle emploi. Et je ne pense absolument pas qu'il y ait d'obligation qui puisse peser sur l'employeur. Et même, le seul avantage, moi, que j'ai vu dans le respect de ce processus qui, on l'a vu, c'est un panier de crabes. Enfin, on le voit avec toutes les questions que se posent les confrères. Que c'est vraiment, on peut absolument pas savoir comment les choses vont évoluer. Le seul bénéfice pour l'employeur, c'est qu'il fait l'économie de l'entretien préalable. Mais en réalité, ce qui se passe quand il y avait une convocation, il vient pas. Voilà. Je pense que c'est une économie quand même très relative. Donc, à mon avis, tous les confrères qui défendent les employeurs vont conseiller à leurs clients de continuer comme auparavant, à faire des licenciements pour faute grave. Oui, mais généralement, pour faire le licenciement pour faute grave, cette mise en demeure demeure nécessaire. Donc, sinon, comment on fait pour justement justifier de l'absence de réponse du salarié? Donc, l'objectif, c'est de ne pas faire perdurer, comme l'a rappelé le président Henri Carrère tout à l'heure, les procédures très longtemps. C'est tout simplement aussi un moment d'en mettre un terme. Et c'est vrai que cette mise en demeure peut être un point de départ permettant directement d'assurer le dépôt de réponse du salarié et tout simplement de mettre en place le licenciement pour faute grave. Je poursuis les questions parce que ça va vous permettre d'alimenter un petit peu la discussion parce que vraiment, les confrères sont très, très perplexes sur cette procédure. Je cite un confrère, « L'employeur ne devrait pas avoir le droit d'établir une attestation en mentionnant un licenciement alors que la loi présume une démission. » Oui. Réaction. Alors, c'est vrai que sauf s'il a licencié. Si vous voulez prendre la parole, on veut bien une question de la salle, c'est bien, mais alors au micro. Question parce que le projet initial est aussi pour réduire finalement le coût de l'assurance chômage. Oui, tout à Donc, fait. est-ce qu'à terme, on n'aura pas une obligation définitive et dire que si l'employeur ne respecte pas, puisque c'est une démission, c'est lui qui assume le coût, en fait, plutôt que le Pôle emploi, puisque, encore une fois, un texte prévoit. C'est ce que dit d'ailleurs la bière à 4 bandes, hein, mais on a déjà vu des mesures intervenir pour ensuite avoir d'autres mesures derrière. C'est sûr que le Pôle emploi pourrait reprocher aux employeurs qui ont licencié au lieu et place d'acter d'une démission, d'avoir finalement mis à la charge de l'assurance chômage des frais qui auraient dû être supportés par le salarié et donc de prendre en charge du fait de sa déclaration alors fautive ou erronée de la situation selon le cas du texte. Là, je vous rejoins. Après, le texte à ce jour est quand même assez flou, donc on a ce premier point. Le texte ne prévoit pas de sanctions, mais on n'est pas à l'abri. Et aujourd'hui, le Pôle emploi n'a pas connaissance. C'est absolument ce qui est partagé aussi par les confrères qui pensent exactement le même risque. Mais le risque vers lequel on va… Enfin, moi, j'identifie quand même deux choses. C'est que les salariés qui abandonnaient leur poste pour bénéficier de l'assurance chômage ne le feront plus. Parce que autant ça crée un risque énorme pour les employeurs, autant les salariés qui ont connaissance de cette réforme et qui, j'allais dire, abandonner leur poste dans le dessein de bénéficier de l'assurance chômage, ne le feront plus. Enfin, je veux dire, on n'est pas… En fait, ça va démissionner. Oui, je ne suis pas sûr que
il y en a tant que ça, enfin bon, qui a envie de bénéficier, qui le faisait pour bénéficier de l'assurance chômage. Généralement, c'était plutôt pour aller, et c'est là que ça va compliquer, à mon avis, les choses, que la tension que j'ai évoquée au début sur le marché du travail va compliquer les choses. C'est que bien souvent, les abandons de poste, c'était pour aller sur un poste qu'on a déjà en perspective et vers lequel on a envie d'atterrir. Et donc, du coup, et pour lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une transaction, d'ailleurs. Donc, peut-être que la conciliation, de ce point de vue-là, mériterait effectivement d'être mis en avant. Je rappelle que ce n'est pas ça qui va bousculer les chiffres du budget de l'assurance chômage, que c'est beaucoup plus les dispositions qui ont été prises sur la contracyclicité et sur le calcul du SRJ et la modulation de la durée d'assurance. Vous savez que les prévisions d'atterrissage cette année de l'assurance chômage, c'est, je crois, un excédent de l'ordre de 5 milliards d'euros, 8 milliards d'euros l'an prochain. Donc, on est sur des… voilà, les vrais moteurs de rétablissement des comptes de l'assurance chômage, ils sont déjà dans les textes. C'est la Convention de l'assurance chômage qui les règle, aujourd'hui fixée par le gouvernement, et qui fait que ces phénomènes-là sont très marginaux sur les comptes de l'assurance chômage, très clairement. Oui, et puis quand on a le justificatif, et en général, on le sait, quand le salarié abandonne son poste pour aller, j'allais dire, pour une question de calendrier, parce qu'il y a un nouveau boulot, j'allais dire, à la rigueur, vous rentrez parfaitement dans les clous de la réforme. L'abandon, il ne fait pas photo, il n'y a pas de préjudice, il a retrouvé un boulot. Enfin, c'est ce qui s'est un peu dessiné aussi dans les contentieux de prise d'acte, où finalement, on avait des prises d'acte quelque part, soit post-RC échoué, rupture conventionnelle échouée, soit complètement prématurée, alors que rien ne laissait penser à une prise d'acte. Et en fait, on se rendait compte que 2 jours après la prise d'acte, le salarié était chez un nouvel employeur et que donc tout le process de recrutement s'était fait en amont. Et ça, la jurisprudence, j'allais dire, a remis le curseur relativement au centre, en disant, bon, dans ces cas-là, la volonté première du salarié quand il a pris acte, c'était de démissionner. Et donc, je pense aussi qu'il va y avoir des situations où le texte, j'allais dire, sera facilement applicable. Par contre, quid d'un salarié qui ne répond pas du tout, ou quid des situations où on a eu des alertes aussi sur l'exécution du contrat en amont. Et c'est ces situations-là qui finalement, et par contre, je vous rejoins complètement, elles sont relativement marginales. Ce ne sera pas du tout la majorité. C'est bien pour ça que je dis qu'on aurait mieux fait d'envoyer ça aux partenaires sociaux, parce que très clairement, il y avait la possibilité d'avoir un accord sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'était complètement atteignable. Ça reviendra peut-être. L'histoire n'est jamais finie. Donc je continue à suivre un petit peu parce que les confrères sont très réactifs et vraiment, je vous en remercie. Donc, si je reprends ce que dit Rachel nous dit, en fait, cette procédure, elle a été prévue en substance un petit peu pour responsabiliser les salariés par rapport à l'abandon de poste, mais d'autres confrères disent, certes, mais finalement, ça revient encore à mettre à la charge de l'employeur des obligations supplémentaires parce que, évidemment, comme il ne va pas licencier, parce que s'il licencie derrière, il prend le risque que le Pôle emploi considère qu'il est responsable d'une prise en charge alors que le salarié n'y avait pas droit. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que honnêtement, je vous le dis, les réactions sont quand même assez nombreuses et foisonnantes. Alors, moi, je répondrai en 2 temps. Tout d'abord, sur la question de est-ce que, quel est en tout cas le salarié, quand il abandonne son poste, il commet la faute. Donc, je pense qu'il y aura une discussion quand même de savoir si l'employeur, quand bien même dans un scénario fiction, serait obligé d'envoyer cette lettre de mise en demeure et de le considérer comme démissionnaire, est-ce qu'il quand même serait pas légitime à reprocher au salarié cette faute que constitue son absence? Voilà, cette faute ne disparaît pas avec la démission. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'un employeur licencie pour faute grave un salarié qui ne vient plus, il n'a absolument pas la possibilité, ou bien alors elle est très
accessoires et on va pas, enfin voilà, on la voit vraiment très rarement, de saisir le conseil de prud'homme pour demander au salarié une indemnisation de son départ parce qu'il lui aurait causé effectivement un préjudice, etc. Et donc peut-être un abandon abusif de poste. Voilà, on n'a jamais vu de saisine. Par contre, si on est sur des qualifications par l'employeur, sur l'attestation Pôle emploi et avec cette mise en demeure de démission, on peut se demander si les confrères qui défendent les employeurs ne vont pas leur conseiller eh bien, de saisir le conseil de prud'homme et de demander, puisque la démission et la rupture, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la seule rupture systématiquement différée, eh bien, de solliciter du salarié qu'il paye le préavis. Et donc, c'est la double peine, c'est-à-dire que non seulement le salarié a les difficultés pour s'inscrire à Pôle emploi, et encore, j'y émets des réserves puisque les salariés démissionnaires peuvent, sous certaines conditions, avoir le Pôle emploi, et ensuite, eh bien, soit condamné éventuellement à payer un préavis en indemnisation de l'employeur. Donc, je ne crois pas du tout que le risque soit du côté de l'employeur suite à cette réforme. Qui veut rebondir? Oui, mais on a chacun son point de vue, mais risque partagé, puisqu'effectivement, on est quand même dans le cadre d'une présomption simple. Alors, effectivement, conseiller à nos clients qui appliqueraient ce texte d'aller saisir le conseil de prud'homme dans le cadre d'une demande d'indemnité équivalent au préavis, ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce texte ouvre quand même la possibilité pour le salarié de contester cette présomption simple, et ça, on n'en est quand même pas à l'abri, laissant toute latitude au conseil de prud'homme pour tirer les conséquences. Et donc, évidemment que dans ce cadre de contentieux, on sera comme dans celui de la prise d'acte aujourd'hui, nos clients et nous demanderons, à contrario, que la démission soit reconnue comme démission et que donc l'équivalent du préavis soit payé. Et sur ce point, je me permettrai de réagir à votre intervention de tout à l'heure, qui est de dire mais les employeurs ont à justifier d'un préjudice. Quand les employeurs payent aux salariés un préavis, il n'y a pas de préjudice. Enfin, je veux dire, le préavis, c'est une durée légale qui est due de part et d'autre dans le cadre d'une relation de contrat. Et donc, effectivement, pour moi, c'est le corollaire de je n'ai pas respecté le préavis qui était dû dans le cadre d'une exécution loyale et qui ne mette pas en difficulté l'autre de part et d'autre. Alors, il y a deux sujets, si je peux me permettre, parce que là, on peut essayer d'interagir un petit peu tous ensemble, mais il y a le cas d'une prise d'acte de rupture, où le salarié prend acte de la rupture, qui est donc, entre guillemets, l'équivalent d'une démission dans laquelle le salarié ne propose pas d'effectuer son préavis. Et là, en l'occurrence, s'il y a une requalification de la prise d'acte en licenciement, dans ces conditions, le préavis qui est dû par le salarié n'est pas une indemnité, il est juste dû en exécution du fait que c'est une requalification du licenciement. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. En revanche, lorsqu'on est sur un abandon de poste, et moi je peux vous dire que je vois bien le problème parce que j'ai même vu un confrère qui a fait un article là-dessus sur le village de la justice. Lorsqu'un salarié abandonne son poste du jour au lendemain, disons que c'est un cadre qui plante une mission comme ça du jour au lendemain, il dit que l'employeur donc peut licencier évidemment pour faute grave et derrière assigner le salarié en dommages et intérêts parce qu'il n'a pas permis à l'employeur d'effectuer le préavis qui va donc permettre en effet de faire la passation des dossiers, etc. Et là, moi, je vous interroge tous. Moi, j'ai un vrai cas de conscience par rapport à ce type de situation. Pourquoi? Parce que, l'action en dommages et intérêts contre un salarié qui revient donc à engager la responsabilité pécuniaire du salarié n'est possible qu'en cas de faute lourde et pas en cas de faute grave. C'est ce que dit la jurisprudence. Or, arriver à faire qualifier un abandon de poste de faute lourde, je pense qu'il faut s'accrocher. Bon, on peut toujours essayer. Néanmoins, on peut exposer la difficulté aux juges prud'homaux qui sont, pour le coup, et ça, je ne dis pas ça parce que Christophe Carrère est présent, mais honnêtement, au prud'homme, on arrive vraiment à faire passer des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire passer à la cour, parce qu'à la cour, on est sur une appréciation, entre guillemets, non, je ne vais pas dire le premier mot, mais méchant du droit. Ça, les juges prud'homaux en ont conscience de ça, parce qu'il y a une réalité du terrain quand même, que implanter une mission du jour au lendemain, ça peut vraiment causer un problème. Mais
est-ce qu'on peut, même sur une faute grave, et même si on accepte l'idée que le préavis non fait par le salarié parce qu'il a abandonné son poste, est-ce qu'on peut demander juridiquement à un salarié qui a abandonné son poste de ne pas avoir effectué le préavis, alors même qu'en le virant pour faute grave, on lui interdit d'effectuer le préavis? Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment juridiquement une situation qui est absolument insoluble, parce qu'on n'est pas sur une faute lourde, et sur une faute grave, on ne peut pas reprocher à un salarié de ne pas faire un préavis puisqu'il est viré pour faute grave. Donc pour moi, j'avoue que je pêche un peu sur la problématique d'aller derrière contre le salarié, alors même que juridiquement, ça fait sens, hein, c'est le tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, le langage l'oblige à le réparer, mais là, je ne vois pas concrètement, juridiquement, comment fonder le point. Est-ce que vous avez un début de réponse à me donner? Non, non, mais moi, je vous suis. Simplement, en l'occurrence, ce ne serait pas une faute grave, ce serait une démission. Donc, dans le cadre des demandes reconventionnelles, si le salarié saisit en demandant la requalification de sa démission en prise d'acte, voire en licenciement abusif, enfin, voilà, en tout cas de son abandon de poste en licenciement abusif, mais rien n'empêche les employeurs de manière reconventionnelle, compte tenu du fait que c'est une démission, et parfois il y a des conventions collectives d'ailleurs qui prévoient des durées de démission impératives, etc. Oui, mais du coup, c'est une démission, puisqu'on n'est plus sur le licenciement pour faute grave, puisque l'employeur a mis en demeure et que la rupture est qualifiée de démission. Donc, la question du préavis reste entière, selon moi, dans les procédures qui suivront et qui seront, certes, probablement, je vous rejoins Diane, à l'initiative du salarié, mais dans le cadre des demandes reconventionnelles, je pense que les employeurs ont s'engouffré dans cette possibilité de demander des dommages d'intérêt. Alors, si on veut conclure, je vous pose un cas pratique. Donc, un cadre vient vous voir. Maître, je veux quitter mon employeur. Comment est-ce que je m'y prends? Alors, qu'est-ce qu'on lui propose? Moi, je lui demande pourquoi. Moi, je lui demande pourquoi. D'accord. Alors, admettons que maintenant, là, je parle de stratégie. Là, je parle de stratégie parce que c'est vraiment un petit peu notre job à nous tous, les avocats. Donc, stratégiquement, la prise d'acte de rupture, on lui déconseille. Non, mais après lui avoir demandé pourquoi, soit il le quitte son emploi en raison de reproches qu'il fait à son employeur ou qui est sur exécution du contrat, auquel cas on lui conseillera soit la prise d'acte, soit la résiliation judiciaire, à condition qu'il ait retrouvé un emploi. C'est toute la question. En tout cas, qu'il ait une perspective de ressources. Parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une procédure accélérée en matière de prise d'acte, mais si on est sur le terrain des manquements, en tout cas, moi, il n'est jamais arrivé que je conseille à un de mes clients d'abandonner son poste, et ça ne va pas commencer demain. C'est-à-dire que pour moi, un salarié qui abandonne son poste, déjà, non seulement il commet la faute, mais il n'est absolument pas certain que l'employeur, même dans le dispositif qui est applicable aujourd'hui, que l'employeur procède à un licenciement. Il est tout à fait possible que le salarié abandonne son poste et ne soit absolument jamais licencié. Et donc, bye-bye les indemnités, les allocations Pôle emploi. Donc, c'est vraiment pas un conseil. Et je pense que le risque aussi de la réforme, pour en revenir à la réflexion de notre confrère tout à l'heure, qui est de dire, en fait, c'est vrai que globalement, on a quand même un texte qui nous dit c'est une démission. On avait déjà un certain nombre d'entreprises qui disaient, mais moi, je refuse de mettre à la charge du Pôle emploi un choix du salarié, et qui donc ne tirait aucune conséquence de l'absence et qui laissait des salariés pendant des mois en absence. Et je pense que pour l'infime partie qui va rester, je pense que c'est une pratique qui pourrait se généraliser, de dire finalement, là, on me demande de prendre un risque. Si je ne prends pas le risque et que je licencie, je prends un autre risque, puisqu'en fait, je ne respecte pas ce qu'on me demande de faire. Et en fait, qu'est-ce qui m'oblige à tirer les conséquences de ça? Rien. Et finalement, on va arriver dans des situations où je pense que c'est le salarié qui, ou soit la situation pourrira, excusez-moi l'expression, soit on aura d'autres actions des salariés en second temps. Un mot de la fin pour chacun de nos intervenants, alors Christophe Carrère, Éric Chevet, vous voulez dire un mot? Oui, moi je veux bien dire un mot. Je trouve que le débat est effectivement intéressant parce qu'il fait parler de véritables difficultés rencontrées par les employeurs et par les employeurs de toute nature, et y compris plutôt ceux qui n'ont pas forcément de ressources
internes, que ce soit sur le côté RH ou juridique, voilà, et qui doivent avoir recours plutôt à un professionnel du droit pour arriver à gérer au mieux leurs relations et les contrats de travail qu'ils ont avec leurs salariés. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans la politique qui est un peu mise en œuvre aujourd'hui dans le domaine législatif sur le Code du travail, c'est le fait qu'on raisonne au coup par coup et qu'il n'y a pas de bilan qui est vraiment fait concrètement sur ce qui est mis en œuvre régulièrement, les différentes évolutions. Il n'y a pas de bilan qui existe et donc on empile et on entasse un peu les modifications, voire les réformes, sans vraiment regarder si ce qui a été mis en œuvre auparavant a vraiment un impact. Sur un sujet comme ça, moi, je pense que l'avantage des partenaires sociaux, c'est qu'ils vont travailler avec beaucoup de réalités de terrain et peut-être sur une durée, sur la prise en compte des réalités immédiates et avec une perspective un peu plus lointaine que de répondre à l'opinion publique. Ça, c'est un point essentiel. Donc, bon, je ne sais pas comment, je pense que ce matin, on était au ministère du Travail et ils nous ont dit oui, sous quinzaine, on aura les décrets. Bon, on verra ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas sûr que ça sécurise beaucoup dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Mais voilà. Et le vrai fond du problème pour nous, c'est clairement l'évolution du marché du travail, ce rapport au travail, l'évolution du rapport au travail et la façon dont on va pouvoir se mettre d'accord pour le traiter correctement dans les entreprises. Alors, je suis désolé, l'objectif, c'est de diminuer le contentieux, donc, donc évidemment, ça peut vous impacter, mais on a quand même tous intérêt à faire en sorte que la situation s'apaise sur le plan social. Voilà. Ah, mais nous, s'ils continuent à nous faire des dispositions comme ça, c'est très bien. Notre devoir de conseil, nous, on a du travail, hein, c'est pas le sujet. Hein. Et merci d'avoir pensé à nous inviter pour cette table ronde. Un immense plaisir. Vous savez que vous êtes un partenaire du CNB. Rachel et Diane, vous voulez dire un dernier mot? Oui, bah, écoutez, c'est vrai que cette réforme était au moins le plaisir voilà, d'en débattre aujourd'hui avec vous. Après, je suis assez mitigée et, bon, dans l'attente des retombées que ça aura factuellement chez nos clients respectifs. Hein. Je ne suis pas convaincue que ça crée beaucoup de conseils dans nos cabinets. Voilà, on verra. En tout cas, j'espère que ça ne créera pas plus d'insécurité juridique. Parce que là, je vous rejoins. Ce dont on a besoin, c'est de la sécurité juridique dans les relations et dans les ruptures du contrat de travail. Voilà. Donc, j'étais ravie de cette journée. Merci de votre invitation. Merci. Merci aussi. Moi, je conclurai simplement en rappelant ce qu'a dit ce matin Evelyne Serverin, qui indiquait que le plus gros risque suite à cette réforme, c'est qu'en fait, eh bien, il y a une augmentation des contentieux puisque les salariés qu'on ne voyait plus au prud'homme, puisqu'ils avaient été licenciés pour faute grave, ils étaient satisfaits, entre guillemets, d'avoir les allocations Pôle emploi, vont amener leurs affaires devant le Conseil de prud'homme. Alors, je ne pense pas que ça sera dans ce but-là, mais en tout cas, si le législateur avait pour objectif, dans beaucoup de réformes successives, d'éloigner le justiciable du Conseil de prud'homme, et avec cette réforme, si ça peut avoir pour effet que de nouveau le juge se penche sur les motifs pour lesquels un salarié décide quand même d'abandonner son poste et donc son travail et sa source de rémunération et ce pourquoi il a été formé, etc. Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir, qu'on axe plus le contentieux prud'homal sur la question des conditions de travail, parce que moi, dans mon cabinet, j'ai quand même de plus en plus des salariés qui sont en grande souffrance, et ce, dès avant la rupture du contrat de travail. Et donc, contrairement au prud'homme qui intervient après la rupture, nous, on intervient en amont. Et j'ai envie de dire, quand le salarié abandonne son poste, il est déjà trop tard, en fait. Oui, et ça me permet de conclure et de faire la transition avec les ateliers qui suivent, hein, puisque justement, cette problématique de la souffrance au travail, et d'ailleurs, Evelyne Serverin nous l'avait dit en préparant l'atelier de ce matin, que ça allait faire émerger des nouveaux contentieux, dont celui qui se développe de l'inaptitude et de la santé au travail. Voilà. Donc, et qui commence à 16h15. Merci encore à tous d'avoir été présents pour cet atelier.